Ça part. Et salut la Wizards Nation, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Alexis, histoire de faire un petit peu la preview de cette saison 2021-2022. Avant toute chose, comment vas-tu Alexis? Bah, ça va très très bien. Très hâte de la reprise. Et toi, ça va? Ouais, super, là ça commence à être un petit peu long, le manque de NBA. On a un peu besoin de notre dose quotidienne et là c'est vrai que ça fait un peu long, heureusement la pré-saison va démarrer. On va pouvoir faire la petite preview sur la saison qui arrive, pas mal de choses intéressantes à dire je pense. Euh, Complètement. Complètement. Je te propose de simplement pour nos auditeurs faire un petit sommaire entre guillemets de ce qui va se passer pour la vidéo. Donc on commencera par faire succinctement un petit bilan de la saison dernière et de ce qui s'est passé cet été. Ensuite, on attaquera vraiment la grosse partie où là, on parlera vraiment du 5 majeur, des rotations, de tout vraiment l'effectif dans sa globalité. Et puis également, on a posé sur Twitter, on a demandé à nos followers sur Twitter de poser quelques questions. On a sélectionné des questions qui étaient assez intéressantes. On va pouvoir essayer d'y répondre et puis donner nos avis dans cette vidéo. Et puis on terminera par un petit pronostic pour pouvoir placer nos Wizards dans la conférence Est. C'est parfait. C'est parfait. Alors on commence tout de suite. On se fait un petit bilan de la saison dernière. Alors très succinctement, la saison elle commence avec le transfert Wall Westbrook. On laisse notre capitaine au profit du Russ. Au bout de 10 matchs, on perd notre pivot titulaire, Bryant, qui avait fait un bon début de saison. On le perd sur blessure qui allait éloigner des terrains durant toute l'année. Après, la première partie de saison, collectivement, c'est pas terrible, voire pas terrible du tout. On a quand même Bradley Beal qui marche sur l'eau. Il est sélectionné au All-Star Game malgré un bilan collectif vraiment mauvais. Sur la deuxième partie de saison, Ross, lui, il marche pas sur l'eau, il marche carrément sur de la lave, il est en fusion totale, du triple-double, a pu savoir quoi en faire, des lignes de stats complètement hallucinantes. Finalement, on termine la saison en 34-38, on se qualifie pour le play-in, on perd dans un premier temps face aux Celtics et puis on gagne face aux Pacers, et puis on termine notre saison sur une élimination un peu fadasse, un peu tiédasse face aux Sixers, 4-1. Une saison plus ou moins comme on pouvait s'y attendre en termes de résultats. Maintenant, en termes de contenu, je sais pas toi si tu as des choses spécifiques à dire. Moi, je dois bien avouer que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs saisons en une. Dis-moi un peu ton ressenti là-dessus. Mais exactement le même sentiment. On fait ce début de saison un peu cataclysmique où au bout de 15 matchs, on est en 3 victoires, 12 défaites. Et puis après, on se met un petit peu à gagner. Puis il y a ce gros run de fin de saison. On finit en 17-6, il me semble, sur les 23 derniers matchs du coup. Donc, comme tu dis, des matchs fous. Finalement, c'était une saison très, très Wizard, très, très Scott Brooks. Peu de défense, beaucoup d'attaques, des matchs un peu fous, beaucoup de blowouts. C'était assez éprouvant. On a quand même vibré. Je pense que c'est quand même l'essentiel. De toute façon, je pense que le plancher de cette équipe a été atteint. Probablement pas son plafond parce qu'avec ce coach-là, il était difficilement atteignable. Donc, un peu de déception par rapport à ce niveau-là, de ne pas avoir pu pousser un petit peu plus loin l'expérience Westbrook-Bill. Maintenant, je ne sais pas si cette équipe-là pouvait espérer mieux qu'un premier tour de playoff finalement. Donc, déception et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une saison catastrophique dans le sens où on a vibré, ne serait-ce que le match des Nets. Ce genre de match, tu le vois une fois tous les 15-20 ans. Donc, voilà, ça valait le coup quand même. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu dis, de toute façon, on n'attendait pas vraiment grand-chose sportivement de cette saison. On s'attendait à être, comme d'habitude, un peu à la place des Wizards, hein, dans le ventre mou entre la 7e et la 12e place. C'est ce qui est arrivé. On a quand même vécu je pense, des bonnes performances, notamment individuelles. On a la grosse fin de saison de Westbrook qui nous sort vraiment des matchs un peu all-time en termes de statistiques face aux Pacers notamment. Ses moyennes sur le mois de mai, ses moyennes face aux Pacers. Bradley Beal, pardon, qui met aussi 60 points. Donc, on a quand même vécu des bonnes choses. On a aussi eu les petites touches Robin Lopez, Raúl Neto, voilà, des petits moments un peu sympas. On a pris notre pied face au Hawks de Lopez, Raúl Neto qui re-signe une nouvelle fois chez nous. Donc, on a quand même, je pense, des motifs de satisfaction, même si finalement, sur le sportif, on est là où on doit être. Et puis voilà, quoi.
Ouais, puis on a quand même vécu un petit moment d'histoire. Westbrook a battu le record de triple-double chez nous, mine de rien. Donc, les Wizards rentrent un peu plus dans la légende de l'NBA chaque saison. à, à leur façon, à la façon Wizards. C'est ça. Mais ouais, puis enfin, faut quand même pas oublier qu'on a quand même pas mal passé de nuits compliquées à rager sur le coaching de Scott Brooks. Je pense qu'on l'a un petit peu éludé parce que là, il est plus là et qu'il fait maintenant partie du passé de cette franchise. Mais il nous aura quand même réservé quelques sacrées surprises tout au long de la saison. Exactement. Et la transition est toute trouvée parce qu'on va pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé cet été. Plusieurs choses à retenir. Alors déjà en termes de draft, on s'est porté sur Corey Kispert et Isaiah Todd. Moi, ces choix-là, je les trouve plutôt satisfaisants. Alors peut-être quand on avait le choix de sélectionner Kispert, on pouvait peut-être prendre, il y avait encore un ou deux noms intéressants. Maintenant, j'aime bien le fit. Il va pouvoir apporter beaucoup de mouvements. Todd, on le récupère, il me semble, via un petit trade avec les Pacers en termes de pick, en termes de Ça. swap de pick. Je ne sais pas s'il va pouvoir trouver sa place dans le roster, mais en tout cas, il pourra toujours faire ses armes, peut-être en G-League. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces deux-là? Bah, écoute, Kispert, sur le moment, j'étais un petit peu déçu, mais je pense que c'est un choix du coach et du GM. Donc, ils se sont mis d'accord sur un profil. On n'a probablement pas sélectionné le meilleur joueur en poste, enfin, en choix numéro 15. Il y avait probablement des joueurs intrinsèquement meilleurs. Maintenant, s'il a été choisi, c'est qu'on avait probablement besoin d'un mec comme ça. On en reparlera tout à l'heure sur la rubrique 5 majeure. Isaiah Todd, j'aime bien. Bon, après, il y a ZK qui nous l'a bien vendu, il faut le dire aussi. Mais C'est vrai. non, j'ai l'impression qu'on a sélectionné un bon joueur pour un début de second tour. On a pu un petit peu le voir sur la Summer League. C'est un joueur avec des qualités athlétiques assez fortes. Va falloir le canaliser plutôt. Et surtout, il va falloir qu'il se fasse sa place. On y reviendra aussi, mais au niveau forward, ça va être compliqué dans l'équipe. Mais ça a l'air plutôt cohérent avec ce que Ansel Seth Junior et Tommy Shepard ont décidé de bâtir. Donc écoute, on va voir et très hâte de les voir jouer. Tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Todd, il va très difficilement, voire de manière quasiment impossible, trouver sa place au sein du roster. On verra s'il y a des trades à venir au cours de la saison, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je trouve ça un petit peu juste encore, surtout avec la densité de poste 3, de poste 4 qu'on a dans l'effectif. En dehors de la en dehors de la draft, il y a aussi un blockbuster trade. Il y a quand même Russ qui a envoyé aux Lakers. On récupère en contrepartie KCP, Kuzma et Montrezl Harrell. Moi, j'aime beaucoup ce trade. Alors, Russ, j'ai adoré la saison de Russ. Lui, son choix, c'était vraiment, si possible, d'aller aux Lakers. À mon sens, garder un joueur qui veut pas ouvertement partir, parce qu'il l'a pas annoncé dans les médias, mais en tout cas en interne, ils en ont discuté. Voilà, un joueur qui voulait partir. Et dans la mesure du possible, il faut essayer de l'envoyer pour récupérer une contrepartie intéressante. Donc voilà, on récupère KCP, Kuzma, Montrezl, du vétéran, du jeune joueur qu'on peut potentiellement faire pousser ou en tout cas faire exploser, on l'espère. Et puis ben, un sixième homme, on Montrezl qui va nous servir d'energizer et puis qui va apporter un petit peu de profondeur sur le poste 5. Je sais pas ce que tu en penses de ce trade, mais moi je suis plutôt satisfait, surtout qu'il faut pas oublier qu'à la base, Ross, c'est un échange avec John Wall. Donc, si on fait le trade du début à la fin et qu'on part de John Wall, de son contrat un peu pourri et de sa blessure, et qu'on arrive finalement à KCP, Kuzma et Harrell, bah, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas si mal, hein, je trouve. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire là sur ta dernière phrase. Je suis complètement d'accord. Faut pas oublier d'où on vient. Franchement, on faisait la tête tout. Je pense quand il y a eu le trade de John Wall Westbrook au début, sentimentalement, c'était compliqué. Après, on s'est attaché à Westbrook et là, je pense que bah, on continue cette marche en avant. Shepard a réussi son pari, c'est-à-dire revaloriser le contrat de Westbrook. Il en récupère des joueurs solides en NBA qui ont pour certains du potentiel. Donc, à mes yeux, c'est un bon trade, surtout qui vient renforcer une profondeur d'effectif qui nous faisait clairement défaut l'an passé, je pense. Et surtout, je pense que dans les négociations avec les Lakers, on a réussi à échapper au contrat de Dennis Schroeder. Je pense que les Lakers étaient vraiment chauds pour nous le refiler, surtout du coup, on avait un besoin à la main. Et ça, je pense que c'est une vraie victoire de Shepard d'avoir réussi à échapper à Schroeder. J'aurais été bien moins satisfait du trade si on avait eu Schroeder plus quelque chose derrière.
totalement d'accord avec toi. Et pour parler de la main, justement, également pendant l'été, on récupère Aaron Holiday pour pouvoir un petit peu compléter un petit peu les postes 1 et peut-être potentiellement 2. Alors voilà, est-ce qu'il va pouvoir se faire une place derrière Dinwiddie? Sûrement. On a aussi Raoul Neto. On verra un peu comment tout ça se goupille. Je pense pas qu'il ait un rôle majeur cette saison, mais pourquoi pas éventuellement un peu suppléer un peu derrière Dinwiddie. Et puis, pour terminer, on perd l'ami Scott Brooks. On récupère Wes Unseld Jr. Adieu Scott. On va pouvoir un peu avoir de la cohérence sur notre banc avec un entraîneur qui a des principes de jeu. Donc, c'est quand même toujours intéressant. On va voir ce qu'il donne. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, adieu Scott Brooks et merci pour rien. Si on peut résumer ça ainsi, je pense. Merci pour tout, chef. Je te propose de passer tout de suite à la partie un peu plus intéressante. Concernant l'effectif, est-ce que toi, tu vois éventuellement un 5 majeur qui se dégage? Est-ce que au niveau des rotations, tu as certaines choses que tu penses pouvoir mettre en place? On l'a dit, on a quand même pas mal de profondeur. Pour une fois, on a vraiment des choix à faire. C'était pas toujours le cas les saisons précédentes. Là, on a du choix à faire. C'est un peu des problèmes de riches qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, dis-moi un peu plus sur cette section. Ben, je pense que comme toi, j'ai 4 locks, en tout cas sur le début de saison. Dinwiddie à la main, Mhm. Bill poste 2 évidemment. Poste 3, c'est un petit peu la grosse question de ce 5 majeur. Poste 4, Rui Hachimura, s'il revient bien, mais je pense qu'après ses problèmes de soucis mentaux, je pense qu'il va prendre quelques jours, éventuellement quelques semaines pour lui, mais qui sera là pour le début de saison. Et c'est, comme l'a annoncé Tommy Shepard, ce sera Daniel Gafford en attendant le retour de Bryant qui sera titulaire poste 5. Donc voilà, j'ai ces 4 locks-là. Et moi, poste 3, je pense que ce sera Corey Kispert qui aura le poste, notamment parce que je pense qu'on n'a pas de poste 2 backup si KCP est titulaire poste 3. Je pense aussi que KCP est un peu petit pour tenir les plus grands ailiers de la ligue et les meilleurs. Et je pense aussi qu'on a besoin d'un mec qui sache défendre, un leader de défense sur la seconde unit. Donc voilà, c'est pour ça que moi, KCP, je ne le vois pas comme un 3, je le vois comme un poste 2 avec pas mal de minutes et qui viendra éventuellement sur certaines séquences prendre des minutes sur le poste 3. Et après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi cette grosse interrogation poste 4 parce que tu as Hachimura, Bertans, Kuzma. Comment tu gères les trois? Parce que c'est 3 joueurs qui ont besoin de minutes, notamment vu leur niveau. Tu peux pas donner 5 minutes à Bertans. Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations. Mais voilà, moi, mon 5, ce serait, comme je t'ai dit, Dinwiddie, Bill, Kispert, Hachimura et Gafford. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Effectivement, sur le backcourt, Dinwiddie Bill, pour moi, c'est du 100% luck. Rui Gafford, si au niveau santé mentale, et puis en attendant Thomas Bryant, c'est également du 100% luck pour moi, sur les postes 4 et 5. Après, sur le poste 3, effectivement, on a une problématique. J'avais aussi tendance à penser que Kispert allait pouvoir éventuellement starter par des soucis de complémentarité. Alors vraiment, KCP amener son expérience et puis sa défense dans la seconde unité. Pour moi, c'est vraiment un besoin important. D'autant que tu l'as dit, derrière Bill, poste 2, c'est un petit peu vide. Donc je pense qu'il a amené effectivement KCP à avoir pas mal de minutes en 2, même si lorsque les adversaires vont jouer small ball, on risque aussi souvent de le voir en 3. Vraiment, il va y avoir une adaptation permanente. On a la possibilité de s'adapter à chaque match. C'est quand même intéressant. Maintenant, on a aussi la possibilité de voir Kuzma décalé en 3. C'est une possibilité. Kispert, il tire super bien de loin. Il n'a pas besoin forcément d'avoir la balle dans les mains. Il est constamment en mouvement. Donc, en termes de complémentarité, ça pourrait le faire aussi. Est-ce que Kuzma, dans le 5, il va avoir besoin de ballon? S'il y a déjà Rui, ça va peut-être potentiellement poser problème. Mais en même temps, on sait un peu comment ça marche la NBA. Kuzma, on a beau dire ce qu'on veut, il a quand même un petit vécu en NBA, il a un petit, je vais pas dire un petit prestige, mais en tout cas, voilà, une solide expérience. Est-ce que l'entraîneur va privilégier un petit peu ce gros nom, en tout cas ce gros nom à l'échelle des Wizards, plutôt qu'un rookie dans le 5? C'est vraiment des choses intéressantes qu'on va pouvoir mettre en place et surtout sur lesquelles on va pouvoir, je te dis, constamment s'adapter.
J'ai un peu peur que Kuzma prenne les tirs de Rui. Ça me fait un peu peur étant donné que Rui il est quand même assez réservé, que ce soit sur et en dehors du terrain. On avait déjà l'habitude l'an passé qu'il ait quelques matchs un peu plus discrets où il laisse un peu moins prendre la balle. Si on intègre Kuzma en même temps que Rui dans le 5, ça peut potentiellement poser problème. Donc, dans la finalité, je mettrais effectivement Corey Kispert en 3, KCP davantage en 2 et Kuzma plutôt en sortie de banc, éventuellement avec Davis Bertens dans le même temps en sortie de banc. Et si on n'a pas évoqué le cas d'Eli Avdia, c'est que Shepard a expliqué qu'il serait sur le banc et que globalement, il aurait des ballons pour pouvoir mener l'attaque, ce dont on rêvait l'an passé. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc on sait déjà que le cas d'Eni Avdia est acté, qui sera remplaçant. Et du coup, voilà, il y a ce mano à mano entre Kispert et Kuzma, je pense, pour le poste 3. Et du coup, les minutes de Bertans dépendront aussi du choix du poste 3. Si Kuzma est titulaire, Bertans aura forcément plus de temps de jeu. Après, j'aurais bien aimé évoquer aussi le cas du poste 2. Si KCP bascule en 3, on n'est pas à l'abri de ça. Est-ce que tu mets plutôt Aaron Holiday ou plutôt Raoul Neto? C'est une question que je me suis posée. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Bah, honnêtement, on a eu l'opportunité l'année dernière de voir Raoul Neto défendre sur du poste 4. Donc autant te dire que le voir défendre sur du poste 2, je serais pas tout à fait étonné. Voilà, c'est un petit bulldog, un petit chien de garde. Alors à son échelle, parce qu'il fait, je crois, 1,85 m, ou en tout cas dans ces eaux-là. Donc effectivement, sur de nombre d'eux, le déficit de taille sera peut-être trop important. Maintenant, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir mettre d'autre, hein. Honnêtement, si KCP il joue des minutes en 3, de toute manière, je pense que KCP il va globalement guard le meilleur extérieur, ou en tout cas 2-3 de l'effectif adverse, tandis que Rui aura sûrement la mission de défendre sur le meilleur gros intérieur adverse. Voilà, je pense que ça va un peu se répartir comme ça et qu'on va pas vraiment être dans une notion de poste et de rôle, mais vraiment de mettre KCP sur le meilleur attaquant adverse dans le backcourt et puis Rui sur le meilleur port droit adverse, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'Aaron Holiday aura signé poste 1 et que Neto a signé pour être ce combo guard qui peut jouer 1-2. Et finalement, comme tu dis, je pense pas que ce soit tant une question de poste, une question d'adaptabilité, pardon, et de cohérence par rapport à l'équipe en face. Et comme tu dis, si ça sort un small ball, tu décales KCP en 3 et Neto rentre en 2. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est l'avantage de cette équipe. On va y revenir après avec les questions des gens sur Twitter. Je pense qu'on a vraiment les moyens et Ansel Junior a vraiment les outils pour pouvoir s'adapter. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment manqué l'an passé où globalement, même si on ne comprenait rien aux rotations de Brooks, on savait à peu près ce qui allait se passer dans les grandes lignes. Là, il y a beaucoup plus de mystère. Ouais, c'est sûr, tu l'as dit. Il y a aussi deux autres données à prendre en compte. Sur le poste 5, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, Thomas Bryant est out jusqu'à environ décembre. Normalement, Tommy Shepard l'a affirmé. Gafford sera starter. Montrez sera en sortie de banc comme il l'a toujours fait ou quasiment en NBA. Comment tu vois en termes de minutes les deux? De mon point de vue, je serais pas étonné qu'on soit vraiment sur du 24 minutes, 24 minutes, dans le sens où Gafford, il a déjà un peu des soucis de faute. Donc, quand bien même il start, peut-être que son minutage va être limité par ses soucis de faute. Et puis, Montrezarel, c'est quand même une machine à scorer, c'est un energizer vraiment très très important. Donc, je sais pas comment tu vois les choses, mais moi, je serais pas étonné, en tout cas jusqu'au retour de Thomas Bryant, de voir vraiment du 24 minutes pour les deux joueurs. Ouais, je pense aussi que ce sera du 50-50. Et comme tu dis, ça va être énormément conditionné par les fautes de Gafford. Par définition, puisqu'il sera titulaire, il affrontera les meilleurs pivots de la ligue certains soirs. Donc, un soir où tu joues Joel Embiid, tu n'es pas à l'abri qu'il ait deux fautes au bout de 4 minutes. Et à ce moment-là, Harrell jouera 30. Et ça, c'est un truc dont tu dois être prêt. Il me semble que Shepard a aussi évoqué le cas Rui Hachimura éventuellement sur certaines séquences en 5, sur du small ball, du coup, ce qui permettrait à Kuzma, par exemple, ou à Bertans d'occuper le poste 4. Ça, on n'est pas à l'abri. Si Harrell est trop light défensivement un soir sur Embiid,
Par exemple, où globalement face à une grosse équipe et que Gafford a des problèmes de faute, tu n'es pas à l'abri de voir Hachimura gratter quelques minutes pour dépanner en attendant le retour de Bryant. Effectivement, on a cette année une vraie profondeur poste 5. Et ça, c'est un vrai plaisir parce que quand tu as Montrezl, franchement, en remplacement de Gafford, c'est quand même, en termes de complémentarité, de profils différents, il y a de quoi s'éclater pour Wes Unseld Jr., je pense. Ouais, c'est clair. Et d'autant que ça me permet d'en venir à mon second point. On voit un peu ici et là des images sur Twitter sortir des camps d'entraînement. On voit que les mecs, ils ont vraiment plaisir à jouer ensemble, que ce soit Dinwiddie, Montrezl. On sait que KCP et Bill, ils s'entendent, ils sont quasiment meilleurs potes, je crois, dans la vie. Donc on a vraiment un groupe solide, que ce soit en termes de niveau de jeu ou même en termes d'affinité. Je pense que l'équipe est bien soudée, ils ont vraiment envie de jouer ensemble, de se dépasser les uns pour les autres. Donc, à l'instar de ce qui se passait il y a 4-5 ans chez les Wizards, on avait un peu des têtes de con dans les vestiaires et un petit peu des clans. Là, je trouve vraiment que cette année, on a vraiment un vestiaire uni, soudé, et ça, c'est quand même intéressant pour viser quand même une bonne régulière, à mon avis. Ouais, complètement. Après, pour relativiser ce que tu dis, je pense que ça dépendra aussi pas mal de sportivement comment ça se passe et du coup des velléités de départ ou non de Bill qui pourraient du coup un petit peu déstabiliser tout ce petit monde. Et je pense aussi qu'il y a un paramètre, c'est une question que je me pose assez régulièrement, c'est est-ce que parmi les joueurs notamment qui sont arrivés dans le trade des Lakers, est-ce qu'il y en a qui vont bouger assez rapidement, notamment, je sais pas, peut-être à la deadline? Est-ce que Kuzma, est-ce que Harrell, est-ce qu'ils vont finir la saison chez nous? C'est une question que je me pose. C'est pas dit, surtout quand tu vois le nombre de forwards qu'on a. On n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui bouge. Exactement. Bah, effectivement, les postes 3 et 4, on a quand même une densité majeure. Je serais pas contre l'idée d'avoir un trade Kuzma plus Bryant ou éventuellement Bertans plus Bryant pour essayer d'avoir un joueur qui passe tout de suite passer un palier. Maintenant, il faut voir aussi comment Thomas revient de blessure, mais potentiellement, ouais, on pourrait avoir effectivement à faire un trade avant la fin de l'année. Ouais. Ouais, je pense clairement. Ouais, bah, comme tu dis, l'éventualité d'une vraie deuxième slash troisième, ça dépendra du niveau de Dinwiddie. Pour épauler Bill, c'est pas complètement incongru. Et surtout, comme on a pas mal de joueurs qui ont des contrats raisonnables et qui ont un peu de potentiel, un peu de niveau et un peu d'expérience, ça peut être des pièces assez intéressantes pour des équipes d'en face. Donc je pense que oui, on est probablement la franchise qui a le plus de chances de bouger d'ici la fin du marché. Tout à fait d'accord avec toi. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'effectif, sur les rotations à venir. De toute façon, comme on a dit, ça va être vraiment changeant, je pense, pendant la saison. Il ne faut pas du tout s'attendre à ce que du premier au 82e match, on ait des rotations binaires et linéaires comme pouvait nous le proposer Scott Brooks. Si on a fait le tour de la question, je pense qu'on peut éventuellement voir un peu les questions des internautes. On a demandé aux followers sur Twitter de nous demander, de nous poser quelques questions. Euh, je te propose de commencer avec Soul Café. Il nous demande si Wes Unseld Jr. est taillé pour le costard. C'est quoi sa méthode? A-t-il l'effectif pour l'appliquer? Est-ce qu'il est taillé pour le costard? Ça, c'est une question à laquelle je pense qu'on ne pourra pas répondre là maintenant. Maintenant, il offre quand même quelques garanties. À la fois, c'est quelqu'un qui a travaillé au sein de la franchise déjà plusieurs années au début des années 2000. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la franchise. C'est le fils d'une légende. Donc, voilà, il y a ce petit côté storytelling, je pense. Storytelling plutôt qui parle à tous les fans des Wizards. Et surtout, il a quand même cette expérience avec Mike Malone, qui est un coach confirmé de NBA. C'était l'assistant en chef de la défense. Il a fait des Nuggets qui ont quand même en leur sein Jokic, Michael Porter Jr. ou Jamal Murray, le 11e defensive rating de la ligue. Ça, quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement mettre à son crédit. C'est un travail d'un staff entier. Mais comme il était principalement responsable de la défense, ça montre quand même ses qualités. Il est expérimenté, il est décrit comme quelqu'un de très calme, de méticuleux. J'ai lu plusieurs papiers des athlétiques qui en parlaient. Ça va vraiment d'être un garçon posé, mais qui sait aussi élever le ton quand il faut. Donc, pour moi, c'était le choix parfait. C'est un petit peu le choix évident. Et j'ai pas de souci.
j'ai pas particulièrement d'inquiétude quant à sa capacité à voilà, avoir les épaules pour le job. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi et pour rebondir sur ce que tu disais, il me semble que c'est McMillan qui en parlait et qui disait que, Wes Unseld Junior, quand il y avait des soucis dans les vestiaires ou en tout cas qu'il y avait des petits conflits en interne entre les joueurs, généralement, c'était lui qui, allait un peu faire, office de médiation pour essayer de résoudre, les problèmes en interne. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Pour sa méthode un peu plus, pour parler un peu plus du sportif, effectivement, c'est un coach, affilié défensif. Là, c'était, les premiers entraînements il y a quelques jours et déjà Gafford nous a dit que le thème de l'entraînement du jour, c'était le défendre sur pick and roll, ce qui nous posait énormément de problèmes, notamment lors de la série face aux Sixers. Donc, ouais, je pense qu'il a sa méthode, il va l'appliquer. Est-ce qu'il a l'effectif pour l'appliquer? On a quand même Gafford en super protecteur d'arceau. On a Rui qui est capable dans le périmètre, de pouvoir défendre plus que convenablement. Donc, ouais, je pense qu'il a l'effectif pour l'appliquer, qu'il va pouvoir mettre sa méthode en place. Et il le disait lui-même, passer de la 30e au 15e defensive rating, ça passe, entre guillemets, uniquement par quelques possessions où il faut défendre un petit peu plus fort, où il faut vraiment faire les petits ajustements, faire les petits efforts, et effectivement, tu peux gagner 3, 4, 5 points de defensive rating. Alors après, effectivement, pour être dans le top 15, il faut vraiment avoir des joueurs calibrés pour, et puis avoir une philosophie complètement défensive. Mais je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à un gros step-up défensif. Juste pour terminer la parenthèse, effectivement, je pense on a les joueurs, on a quelques éléments qui vont permettre à cette équipe de rapidement progresser en défense. Maintenant, comme tu dis, je suis pas sûr qu'il ait le matériel. On n'a pas un Ben Simmons, par exemple, qui va te permettre voilà, de complètement cadenasser une équipe en face. Moi, juste pour être constant, sans être brillant en défense, ce sera déjà un très grand progrès pour ces Wizards. Et on sait que l'an passé, on a quand même pris des sacrées valises. Donc voilà, ne serait-ce qu'être cohérent et s'appliquer, ce sera déjà un très grand progrès. Exactement. Euh, Toujours de Soul Café, il nous demande si Kyle Kuzma c'est un handicap ou un booster pour l'effectif. C'est une question intéressante. On voit tous de ce dont il parle, je pense. Il y a cette déclaration de Kuzma qui m'a fait un petit peu peur. Il a dit qu'il voulait je sais plus, prendre son envol chez les Wizards. Sous-entendu Libérer ses que ailes. c'est Libérer ça. ses ailes. C'est ça, ça me fait un petit peu peur. J'espère qu'il ne s'imagine pas deuxième option offensive. Pour moi, c'est Dinwiddie, clairement. La troisième, c'est plutôt Hachimura à mes yeux. Et lui, il va devoir se faire sa place. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas passer ses soirées à prendre 15 tirs par match, sinon c'est compliqué. Maintenant, c'est un joueur, voilà, comme tu as dit, qui est champion NBA, mine de rien. C'est quand même du vécu. C'est un joueur qui est encore assez jeune, qui a un plafond assez élevé, je pense. C'est pas la star qu'on a voulu nous vendre il y a quelques années, mais ça peut devenir un vrai bon joueur de NBA. Donc très content de l'avoir dans l'effectif. Maintenant, la question, c'est est-ce que le staff va savoir gérer ses envies, va savoir répartir correctement la balle sur le terrain. Je pense qu'on est plus que l'encadrement, que le staff et que Wes Unseld Jr. sont compétents et qu'ils sauront le gérer. Maintenant, tu n'es pas à l'abri que quoi, ça se passe mal. Mais dans le pire des cas, tu as encore la possibilité de le trader ou si tu sens qu'il prend trop de place, que c'est un frein à l'équipe. Donc moi, je suis content de l'avoir. Je pense que c'est une pièce qui est intéressante et qu'on peut vraiment valoriser même dans des trades futurs, etc. Donc on va être optimiste, on va dire que c'est un bonus, que c'est du plus. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vraiment la même philosophie de pensée par rapport à Kyle Kuzma et ça me permet d'un peu enchaîner sur la troisième question. Rui Hachimura, que lui manque-t-il pour devenir le troisième écrou d'un Big Three? Bah, à mon sens, c'est vraiment que le coaching staff et puis que l'effectif prennent conscience que c'est vraiment un bon joueur, que ce soit défensivement et offensivement, qu'il va falloir lui mettre les ballons dans les mains. Et donc, pour lier un peu par rapport à Kyle Kuzma, ça va être justement de pouvoir répartir convenablement les tirs. On a du Kyle Kuzma qui commence à prendre, effectivement, comme on le disait un petit peu en début de vidéo, les tirs de Rui Hachimura. Effectivement, ça va être un peu compliqué pour le japonais. Lui qui, on l'a vu, a une absence à cause des soucis de santé mentale. S'il commence à être un peu mis de côté dans les ajustements et dans les options offensives, effectivement, ça peut être difficile. Mais maintenant, je pense que si on met le matériel, en tout cas, on donne les tickets shoot à Rui, on fait des systèmes pour lui, effectivement,
Alors, est-ce qu'il va être le troisième écrou d'un Big Three qui vise les premiers rôles en NBA? Évidemment que non. Est-ce qu'il peut être le troisième écrou d'un Big Three des Wizards avec Bill et Dinwiddie? Oui, je pense. Il suffit simplement que le coaching staff le mette dans les meilleures dispositions. Complètement d'accord, rien à ajouter honnêtement. Il y a juste voilà, cette interrogation de comment est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va revenir par rapport à ses problèmes de soucis de santé mentale, pardon. Et oui, cette constance, c'est ça qui lui manque encore. On veut plus voir d'un Rui Hachimura qui prend 3 tirs par match. Ça, c'est plus possible. Voilà, faut qu'il ait ses 8-10 tirs minimum et vraiment minimum à chaque fois. Totalement. On enchaîne avec la question d'Axel. L'effectif est-il meilleur que celui de la saison dernière sur le papier? Et il ajoute, pour moi, oui. Qu'est-ce que tu en penses? L'effectif, oui, oui, l'effectif est meilleur que celui de la saison passée. Par définition, évidemment, tu n'as pas le talent intrinsèque d'un Russell Westbrook, mais si tu mises sur un Dinwiddie qui est bon, sans être excellent, hein, juste bon, qui revient bien, qui est solide physiquement, quand tu as cette profondeur de banc-là, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est forwards, ces ajustements tactiques possibles, je pense clairement qu'il n'y a pas photo pour moi entre les deux effectifs. Par définition, l'an passé, tu pouvais gagner les matchs que si tu marquais plus que l'adversaire. C'était quand même assez restrictif. Et dès que tu tombais face à une équipe qui avait décidé de t'embêter ce soir-là et de défendre correctement, globalement, tu perdais, voire tu prenais une volée. Là, cette saison, on va avoir la possibilité de cadenasser un peu plus, de ralentir un peu plus le rythme, de l'accélérer parfois aussi parce qu'on a encore les joueurs pour. Mais voilà, on a beaucoup plus d'options de jeu, de manière d'aborder les matchs. Et donc, pour moi, ça te fera gagner plus de matchs sur la longueur. Après, voilà, il y a cette interrogation Bradley Beal. On pourra pas, voilà, on peut pas spéculer dessus. Mais non, moi, je pense que l'effectif est meilleur. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on sera mieux classé? Je ne sais pas. On y reviendra peut-être après. Mais pour moi, l'effectif est meilleur parce que plus complet. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Dinwiddie, c'est quand même un joueur avant sa blessure qui est quand même très 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 intéressant. Je pense que effectivement Rust est meilleur, mais en tout cas l'écart n'est pas abyssal. Tu récupères quand même KCP, Kuzma, Montrezl, Bryant. On espère, on va croiser les doigts. Il va pas refaire une saison à 10 matchs. Il va pouvoir donner un peu plus de sa personne. Gafford, on l'a eu en cours de saison, là il va pouvoir jouer une saison complète. Franchement, en termes de profondeur, on est je vais pas dire à des années-lumière de l'année dernière, mais en tout cas pour moi, il y a un vrai gap en termes de profondeur par rapport à la saison dernière. Tu t'embêtes plus avec des joueurs de complément de style Chandler Hutchinson ou des mecs comme ça. Donc ouais, tu as 10 joueurs, 10 vrais bons joueurs. Et je pense qu'on peut avoir une vraie rotation, une vraie profondeur avec ces 10 joueurs-là. Donc ouais, pour moi, l'effectif est meilleur. C'est un no-brainer pour moi, cette question-là. Clairement, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'espère aussi que ça va permettre à Deni Avdija voilà, d'être dans de bonnes dispositions et de bien éclore, parce qu'on parle quand même d'un top 10 de la draft. Donc, on en a peu parlé dans cette preview, mais j'espère que ça va être son année, que ça va être l'année de la révélation, qu'il va pouvoir mener la seconde unit, prendre ses tirs, défendre. Il s'est découvert bon défenseur l'an passé. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et puis surtout, l'effectif est meilleur parce que tu as plus Scott Brooks. C'est quand même un paramètre essentiel. Par définition, le plafond de l'équipe est forcément plus haut. Ouais, c'est clair. Il y a Lucas qui nous demande, est-ce qu'on va enfin avoir des pick and roll cette année ou on va encore s'infliger des points surréalistes de Bill Will 1 vs 4 pour inscrire un flotteur dans la galère totale? Wes Unseld Junior, offensivement, j'ai quand même quelques doutes. Alors, Euh, Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, alors moi j'ai vu un peu ce qui leur sortait des camps d'entraînement, des déclarations de Wes Unseld Jr. Euh, il affirmait que Bill il allait être beaucoup plus éloigné de la balle, en tout cas qu'il allait avoir beaucoup moins la balle dans les mains, mais qu'il va vachement plus courir, qu'il va passer derrière les écrans, qu'il va pouvoir recevoir les passes de Dinwiddie et ensuite faire la bonne décision, parce qu'on sait que Bill en mouvement, de toute manière, Bill off-ball et Bill en mouvement, même quand il reçoit la balle, franchement, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ça va être intéressant de voir quel est le rôle qu'on va donner à Bill. Je pense que le décharger un peu plus du playmaking, le décharger voilà, vraiment de la création pour lui et des autres, ça va permettre de le rendre meilleur sur ce qu'il sait faire. Jouer off-ball, passer derrière les écrans, servir les bons coéquipiers au bon moment.
voilà, c'est un joueur très versatile, Bill. Et franchement, j'ose espérer qu'on va avoir, de toute manière, ça ne pourra pas être pire que Scott Brooks, mais j'ose espérer qu'effectivement, on va avoir des systèmes un petit peu plus développés et Bill en sera le premier bénéficiaire. Bah, moi, pareil, j'avais cherché quelques petites informations sur Dinwiddie. C'est un joueur qui joue beaucoup le pick and roll. Si tu veux les chiffres, en 2019, c'est 48% de ses paniers marqués qui proviennent de pick and roll. Donc, c'est vraiment, voilà, il est dans les plus hauts percentiles. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au scoring en points par possession par pick and roll, c'est le cinquième meilleur joueur de la ligue en 2019, derrière Monsieur Trae Young, Donovan Mitchell, Lillard et Doncic. Donc ça te place Mm. un petit peu le bonhomme. Ce ne sera pas forcément toujours joué avec Bill, mais voilà, je pense qu'on va avoir du pick and roll, ça c'est certain, parce que c'est une part composante, vraiment, c'est une part essentielle du jeu de Spencer Dinwiddie. Et quant aux inquiétudes de Lucas sur Wes Unseld Jr., c'est quand même un garçon qui a travaillé chez les Warriors, qui a travaillé donc, par exemple avec un Stephen Curry. Voilà, je pense qu'en termes de variété offensive, de connaissance du jeu offensif, je pense qu'il a quand même voilà, un petit vécu, et d'autant plus que dans le papier des Athletics, ça évoquait clairement qu'il avait travaillé sur des paces lents, sur des paces rapides, sur de l'isolation, voilà, sur des pin downs, sur du jeu en mouvement. Donc voilà, je pense que c'est comme un. On peut pas le. Évidemment, il a une spécialisation défensive, et je pense que c'est ce dont on a besoin. Mais c'est pas non plus un joueur qui va dire qui va faire de l'iso Bill et de l'iso Dinwiddie pendant toute la saison. Enfin, tout du moins, je l'espère. Donc voilà, il y a quand même des motifs rassurants, et je pense que le profil de Dinwiddie, il match parfaitement avec Bradley Beal. Mm. Plus que Ross et Bradley Beal, à ton avis? Peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, si tu veux du mouvement, ce dont on parlait Lucas, si tu veux du mouvement, de la variété, je pense que Dinwiddie, Bill, plus les joueurs qui les entourent autour, sera plus intéressant que ce qu'on a pu voir l'an passé. Je sais pas ce que Mm. tu en Je suis penses. assez d'accord. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça, même si Ross est intrinsèquement meilleur, on a vraiment deux joueurs très forts individuellement sur le backcourt, mais est-ce que pour autant ils étaient si complémentaires que ça? Je suis pas tout à fait sûr. Effectivement, Dinwiddie, pardon, va pouvoir apporter un petit peu plus de variété. On enchaîne avec Gabriel. Si le nouveau coach est bon, est-ce que selon vous, un lieutenant de calibre All-Star à côté de Bill peut déjà nous mettre dans le top 3 de l'Est? Si oui, quel joueur? Et sinon, combien de saisons pour que nos jeunes atteignent le niveau qu'on croit qu'ils ont pour atteindre ces places? Gabriel, alors je me permets de répondre en premier. Pour moi, si tu veux jouer le top 3 à l'Est, c'est pas un lieutenant qui soit à côté de Bill, c'est Bill qui doit être le lieutenant d'un franchise player, à mon sens. Alors Bill, effectivement, individuellement, c'est un talent hors du commun, en tout cas bien au-delà, bien au-delà, pardon, de la moyenne NBA. Maintenant, est-ce que Bill, en tant que franchise player, quand bien même il a des bons role players autour, il est capable d'emmener une équipe top 3 avec seulement un bon lieutenant? Je suis pas sûr. On le voit quand même sur les saisons passées. Yanis, qui emmène les Bucks top 3 de la conférence, c'est au-dessus du niveau de Bill. LeBron, il avait KD, ces mecs-là, tout ça, c'est des mecs au-dessus du niveau de Bill. Donc, Joel Embiid, quand même les Sixers également, c'est au-dessus du niveau de Bill. Donc pour moi, si tu veux qu'on soit top 3 de l'Est, il faut non pas que Bill ait un bon lieutenant, mais que Bill soit le lieutenant d'un très, 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 très gros joueur. Ouais, je suis complètement d'accord. À mon sens, un lieutenant type, je sais pas, j'aime bien le profil d'un Brandon Ingram, par exemple. Tu vois, pour moi, ça te fait passer un palier, certes. C'est-à-dire que globalement, tu n'es plus trop dans la lutte pour le play-in. On en reparlera après dans les pronostics. Tu es un peu au-dessus. Tu es potentiellement top 5. En tout cas, normalement, tu te qualifies sans trop de soucis et tu fais une belle régulière. Et tu peux éventuellement passer un tour de playoff en créant un petit upset. Maintenant, comme tu dis, Bill, pour moi, c'est une seconde option d'une franchise qui joue le titre. Ce ne sera pas une première option. Donc voilà, il nous manque un peu plus encore pour passer ce cap. Mais si on prend un peu de recul, je pense que la franchise, elle est quand même sur le bon chemin, qu'on prend des décisions plutôt intelligentes, plutôt cohérentes depuis 2 ans maintenant, quasiment. Et on va dans la bonne direction. Et ça fait quand même plaisir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour répondre à la deuxième partie de question, combien de saisons pour que nos jeunes atteignent le niveau qu'on croit qu'ils ont pour atteindre ces places? À mon sens, on n'a pas drafté suffisamment haut, en tout cas suffisamment au talent pour qu'un jeune puisse éventuellement, quand bien même dans 3, 4, 5 saisons, nous emmener dans le top de la conférence Est. J'adore Rui Hachimura, j'aime beaucoup Deni Avdija.
Corey Kispert, c'est un choix que j'apprécie de prime abord, mais pour moi, aucun de ces mecs-là n'a ne serait-ce que la potentialité d'être un troisième homme d'une très très grosse équipe de la NBA. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il n'y a aucun jeune dans l'effectif qui peut permettre cela. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Rui, voilà, peut être titulaire d'une équipe qui joue le titre, mais sans en être une des premières options. Et Denis, c'est une question compliquée. On demandait d'ailleurs à Denis Avdia France plusieurs fois quel était le modèle que Denis devait suivre. Il y a le nom de Nicolas Batum qui est revenu une ou deux fois. Voilà, à sa place, c'est un très bon joueur. Ça a été un très bon role player qui a été surpayé et du coup, on a eu tendance à sous-évaluer son impact. Mais voilà, ce ne seront pas ces deux joueurs-là de grandes stars. Gafford peut être un très bon protecteur d'arceau et un très beau pivot. Maintenant, ça ne deviendra jamais une star de la ligue. Donc voilà, et pour autant, c'est quand même des joueurs qui sont essentiels à une équipe. Tu as toujours besoin voilà, de petits jeunes et de role-players solides. Mais voilà, ce ne sera pas, comme tu as dit, de futures stars. Mm. Encore deux, trois petites questions. Sprint, un meilleur effectif plus équilibré veut-il forcément dire que nous allons faire une meilleure saison? Alexis, je ne sais pas si tu peux répondre. Ça rejoint un petit peu la question précédente je crois, de Lucas. Non, de Axel. L'effectif est-il meilleur que celui de la saison sur le papier? Ça rejoint un peu la même question. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah, oui, oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit. L'effectif est meilleur, plus équilibré. Maintenant, meilleure saison sous-entend plus de victoires. Ça, ce sera le terrain qui répondra et ça dépend par définition de tes adversaires. Et quand on voit comment les Pacers, comment les Bulls, comment les Hornets se sont renforcés, je pense on y reviendra après, peut-être un petit peu de retard éventuellement par rapport à ces franchises. Donc on pourrait faire une meilleure saison, gagner plus de matchs, mieux jouer, mais ça se transcrira pas forcément avec une meilleure place au classement. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lucas Rioux, est-ce que pour vous, Gafford reste au-dessus de Brian dans la rotation, même s'il revient bien? Même s'il revient bien, bah, en fait, c'est toute la question. C'est comment Thomas Bryant revient, comment Gafford utilise ses minutes en début de saison pour pouvoir se montrer. Est-ce que le profil de Gafford n'est pas plus intéressant et valorisant sous Wes Unseld Jr.? Est-ce que Wes Unseld Jr. va pas préférer justement avoir un Gafford plutôt qu'avoir un Bryant qui est, on le sait, très bon offensivement, mais qui est un peu une petite passoire en défense, en tout cas, même s'il y a quelques progrès notables, ça n'est pas un défenseur d'élite, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Gafford reste? Peut-être, peut-être. Est-ce que Bryant reste chez les Wizards aussi? C'est la question. On en parlait un petit peu en début de preview. Est-ce qu'un package avec Bryant et puis éventuellement Bertens ou Kuzma, ça peut se faire aussi? Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, la question elle est très ouverte. Il n'y a pas vraiment de réponse définitive à l'heure actuelle. En fait, pour moi, la question, elle tourne autour plutôt de quid de Bryant ou de Montrezl. En fait, pour moi, Mm. Gafford a un profil plus différent des deux que je viens de citer. Donc, pour moi, Gafford, c'est un lock dans l'effectif, surtout vu son contrat. On a 2 millions, je crois, par année. Il a encore 2 ans. Donc, franchement, c'est vraiment un Ouais, lock et 2 ans. c'est ça. Donc, c'est vraiment une pièce que tu peux pas bouger, surtout vu le profil. Maintenant, voilà, ça dépendra du retour de Bryant. Et il y a un paramètre, je pense qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que Bryant, là, il prend à peu près 8 millions par an, mais il est en fin de contrat là, cette saison. Donc, s'il revient très fort, il faudra le payer. Est-ce que tu auras les moyens de le payer, sachant que tu dois prolonger le deal? C'est-à-dire qu'il peut très bien te faire 2 bons mois de janvier et de février. Du coup, sa cote augmente et tu le trades à la deadline avec Bertans, je sais pas, pour récupérer un troisième type. Voilà, pour moi, j'ai du mal à voir Bryant s'inscrire sur le long terme avec les Wizards, à la fois pour sa blessure, à la fois pour son contrat, et aussi parce qu'il va devoir revenir et sauter Montrezl, qui est quand même, bah, qu'on le veuille ou non, un joueur expérimenté qui a toujours pu scorer partout où il est passé. Donc, pour moi, la situation de Thomas Bryant est compliquée et c'est vraiment un des joueurs, c'est le joueur d'ailleurs, je pense qu'il, pour moi, il ne finira pas la saison à Washington, en fait. Mm. Ouais, c'est sûr que c'est, je pense, de tout l'effectif, le joueur avec potentiellement Davis Bryant, pardon, Davis Bertans, qui a le plus à perdre par rapport aux recrues qu'on a eues cet été. Une petite dernière question, Doré. Si l'équipe ne se qualifie pas en playoff, est-ce que Bradley Beal partira? Bah, c'est un peu aussi l'enjeu de cette saison, hein, globalement.
Je crois que la question, elle est un petit peu plus large que simplement le fait de dire playoff ou pas playoff. Est-ce que Bill va rester selon toi? Est-ce qu'il va partir? Tellement compliqué. Le scénario idéal, en fait, je pense qu'on a fait une intersaison pour lui montrer que voilà, qu'on avait envie qu'il reste. On est allé chercher un de ses meilleurs potes, on a renforcé l'équipe, on a changé de coach, même si c'était probablement pas l'option que Bill avait choisie, puisqu'il a ses préférences pour Sam Cassell, l'assistant des Sixers. Donc, quoi qu'il en soit, Shepard a essayé de mettre en place une équipe qui puisse faire en sorte que les Wizards conservent Bill. Je pense pas que ma phrase était très française. Ouais, Euh, mais on a compris. donc voilà, je pense qu'on a fait le maximum. Maintenant, voilà, si le terrain ne répond pas, ça va être très compliqué. Dans le scénario idéal, c'est qu'on démarre bien la saison, que les Pacers, par exemple, qui ont un petit peu de blessés, que les Bulls qui doivent créer une équipe soient un petit peu longs au démarrage et que nous, on démarre bien avec un calendrier pas trop mal. Et voilà, tu arrives à la deadline plutôt en position de force et tu arrives à relâcher un Bryant, un Bertans qui fonctionne plutôt pas mal contre un troisième bon joueur. Et voilà, tu reconstruis une équipe solide et tu lui montres en tout cas, il ne re-signera pas forcément, mais tu lui montres voilà, que tu as envie qu'il reste. Maintenant, il y a aussi un scénario, et c'est tout à fait possible, que Ansel Junior, on se rend compte qu'il n'a pas encore les épaules pour ça. C'est un coach rookie, ça commence pas trop à gagner. Kuzma, il prend un peu trop de tirs. Bill s'énerve, et puis voilà. Mais je pense que Bill va rester. Voilà. Si tu veux mon pronostic, je pense que Bill va signer son extension. Et éventuellement, si ça ne va pas, il demandera un transfert peut-être à la deadline. Très, très possible. Maintenant, nous, on a toujours été un peu du côté à vouloir monter un trade pour Bill, Aussi, ouais. dans le sens où, de toute manière, quand tu as Bill en franchise player, et on l'a dit à peine 5 minutes, ça ne te permet pas d'être dans le top 3 de la NBA, en tout cas de la top 3 de l'Est. Donc, est-ce que aussi c'est une bonne chose que Bill prolonge? Est-ce que, quand bien même les petits jeunes se développent bien, est-ce que Bill en tant que franchise player, parce que forcément si on prolonge Bill, ça sera au Supermax, donc on pourra pas forcément avoir un autre très très gros joueur à côté. Au final, est-ce que ça va nous mener quelque part? Je suis pas sûr, je suis pas certain, mais en même temps, si on le laisse partir et qu'on le laisse partir contre rien, c'est pas l'idéal non plus. Voilà, donc c'est toute la problématique de la saison et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler durant toute l'année sur Twitter et puis éventuellement en vidéo. Affaire à suivre. Je pense qu'il est l'heure de terminer la preview avec un petit pronostic. C'est Wizards version Western Cell Junior 2021-2022. Alexis, tu les places où dans la conférence Est? Je les place 9e, donc dans le play-in, avec 38 victoires. Euh, on a gagné 34 matchs l'an passé. Je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus haut. J'ai hésité à mettre 40. Mais il y a tellement d'interrogations à la fois autour des trades de Bill, de Wes Unseld Jr., qui mine de rien est un coach rookie, que j'ai pas osé mettre les 40 victoires et le top 8. Maintenant, il y a un monde dans lequel je n'exclus pas qu'on soit un peu le poil à gratter de l'Est et qu'on vienne surprendre un peu notre petit monde, voilà, sans faire trop de bruit, qu'on démarre bien la saison, qu'on soit 5-6e et puis finalement qu'on se rende compte qu'on lâche pas l'affaire. C'est clairement pas à exclure et ça peut aussi très mal se passer, finir 12e. Mais voilà, 38 victoires, 9e place, ça me paraît être plutôt cohérent pour cette équipe qui a un plafond pas très haut, mais qui a un plancher franchement solide. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pour ces Wizards? Alors, moi je trouve qu'il y a plusieurs scénarios possibles. En fait, tout va dépendre du début de saison. Effectivement, si le début de saison il est mauvais et que Bill demande rapidement son transfert et qu'on monte un transfert pour transférer Bill et qu'après, à partir de janvier, février, on se met à tanker, effectivement, on peut vite descendre dans les tréfonds de l'Est. Maintenant, on va d'essayer de voir le positif. À mon sens, il y a quand même de nombreuses équipes qui se dégagent devant nous, un peu sous forme de duo. Pour moi, le duo tout en haut de l'Est, c'est vraiment Bucks-Nets. T'as un duo en dessous, Sixers-Hawks, un duo en dessous, Celtics-Heat. Donc vraiment, pour moi, ces six-là, on est vraiment hors de portée d'eux. J'ai l'impression, alors ça c'est vraiment très personnel, hein, mais que les Knicks, ils vont pas forcément refaire une deuxième aussi bonne saison consécutive. Là, l'année dernière, il y avait un changement de coach, il y a Randle qui a marché sur l'eau.
Est-ce que l'effet Tom Thibodeau sur plusieurs saisons, on sait que des fois les joueurs ils finissent par en avoir un petit peu marre. Je pense que les Knicks peuvent descendre un petit peu en deçà de ce qu'ils étaient cette année, à savoir 4e de l'Est. Donc en dehors du top 6 qui est pour moi inatteignable pour les Wizards, on a un groupe de 5 équipes, Knicks, Wizards, Bulls, Pacers, Hornets, qui va batailler entre les places 7 et 12. Finalement, je mettrais quand même les Wizards 8e avec 40-41 victoires. J'estime qu'on a l'effectif pour faire une bonne régulière. On a de la profondeur. On a quand même une star en la personne de Bradley Beal que n'ont pas, par exemple, les Hornets. Les Hornets, ils ont un très joli collectif. Ils ont des jeunes, ils ont beaucoup de potentiel, mais ils n'ont pas vraiment cette star que les Wizards peuvent avoir. On a normalement un coach qui est supposé défensif, donc voilà, ça va permettre, quoi qu'il arrive, peut-être de faire la différence avec par exemple des Bulls qui vont pouvoir avoir avec Vucevic, DeRozan, Lavine, vraiment une attaque de feu, mais qui de l'autre côté vont encaisser pas mal de points. Donc je pense que ça va jouer vraiment entre les Knicks, les Pacers et les Wizards, vraiment sur les places, sur les places 7, 8, 9. Et finalement, ouais, les Wizards 8e et puis 41 victoires. Voilà. Ouais, il faudra aussi se méfier à l'arrière je sais pas, par exemple des Cavaliers qui peuvent, avec leurs petits jeunes aussi, faire une belle surprise. Mais ouais, je suis plutôt d'accord. De toute façon, on va situer, à mon avis, dans ce range-là, entre 36 et 45 victoires. Je pense que c'est à peu près ça, le 35-45, on va dire, le plafond plancher de cette équipe. Ouais, exactement. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que les copains de Trash Talk avaient fait une petite preview. Eux, ils les mettaient 11e, je crois, donc Mm. plus bas que nous. J'ai plus le détail exact du nombre de victoires, mais il me semble que c'est quelque chose comme 32, Ouais, 32 il me ou semble qu'Alex, 34. c'est 32. Ouais. 32 et Ouais, Bastien, voilà. 34, il me semble. Ouais, donc je trouve que c'est quand même assez faible. Alors, est-ce que c'est notre côté un peu Homer qui fait qu'on essaye de voir un peu trop le bon côté des choses? Mais je trouve que 32-34 victoires, c'est vraiment un peu bas. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même que Dinwiddie à 28 ans, il est dans son prime, que Bill à 28 ans, il est dans son prime, et qu'on a vraiment une belle profondeur de banc, à mon sens. Bah, clairement, je pense que 32, ça veut dire comme 2 victoires de moins que l'an passé, alors que tu as fait un début de saison catastrophique et que tu avais un effectif peu complet. Alors, ok, tu avais un Westbrook qui marchait sur l'eau, mais une régulière, ça s'appelle être régulier. Et je pense que cette équipe, elle a largement plus les armes pour être régulier. Donc, effectivement, 32, ça me paraît vraiment bas. 34, pourquoi pas, ça peut se défendre. On l'a dit, Mm. c'est une vision assez pessimiste, mais ouais, 32, ça me paraît assez bas, quoi. Ouais, d'autant que l'année dernière, il y avait 72 matchs, et cette année, on aura la chance d'avoir enfin une saison complète avec 82 matchs. Ouais, Donc d'autant voilà. plus, ouais. Écoute, Alexis, je pense qu'on a fait une bonne vidéo. Je sais pas où on est l'enregistrement, mais on ne va pas être loin des 1 heure, à mon avis. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires YouTube ou même sur Twitter votre avis, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment même. Et puis nous, Alexis, on se retrouve évidemment sur Twitter pour live tweet et pour suivre nos Wizards toute la saison. Bah, les bouteilles d'alcool sont prêtes, hein. Ça y est, on est Les, prêt. les bouteilles d'alcool sont prêtes. Alors écoute, bonne saison les Wizards. On se retrouve sur Twitter et salut la Wizards Nation. Salut l'équipe. Ciao.